Bonjour, mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COTIDA et merci de vous rejoindre à nous pour le webinaire COVID-19, vaccins et personnes vivant avec le VIH. On a voulu anticiper à la COTIDA les réponses, les questions que les personnes vivant avec le VIH pouvaient se poser sur les vaccins, qui sont maintenant qu'on est en pleine campagne de vaccination. Donc, en collaboration avec le comité des personnes vivant avec le VIH du conseil d'administration de la COTIDA et le comité provincial des traitements, on a élaboré des questions qu'on a pu transmettre à Dr. Cécile Tremblay, qui est notre conférencière aujourd'hui, et afin de pouvoir démystifier un peu la question des vaccins pour les personnes vivant avec le VIH. Le webinaire aujourd'hui est possible grâce à une subvention de Vive Soins de santé et les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles des politiques et des opinions de Vive Soins de santé. Il y aura une période de questions à la fin, donc vous êtes invités à tout moment à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses juste en bas de l'écran. Il sera, selon le temps disponible, peut-être possible de poser des questions de vive voix aussi avec la fonction lever la main. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr. Cécile Tremblay, qui est microbiologiste infectiologue au CHUM, qui est également professeure titulaire au département de microbiologie, immunologie et infectiologie à l'Université de Montréal. Et Dr. Tremblay mène présentement un grand programme de recherche en VIH et en COVID-19. Donc, on va en entendre un peu plus parler dans la présentation aujourd'hui. Merci énormément d'être avec nous, Dr. Tremblay. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la présentation et bonjour à tous, bienvenue. Alors, je vais vous présenter beaucoup plus de données sur les vaccins en général contre la COVID-19 parce qu'il n'y a absolument pas de données sur les vaccins contre la COVID-19 et les gens qui vivent avec le VIH. Mais on va quand même répondre à ces questions-là dans la fin de la présentation puis au cours de la discussion et des questions que vous allez poser. Mais j'aimais mieux vous prévenir à l'avance que la majorité des données sont des données sur les vaccins que la population générale reçoit. Alors, pourquoi on tient à ce qu'il y ait une vaccination la plus étendue possible au Québec, au Canada, comme partout sur la planète? C'est qu'on sait que c'est l'immunité collective qui va nous sortir de cette pandémie-là, qui va nous permettre de pouvoir vaquer à nos occupations, de pouvoir éventuellement se promener sans masque, de voir ses amis. Et c'est ça ce dont on rêve tous hein, depuis un bon moment déjà. On est tannés. Alors, la vaccination, c'est notre voie de sortie. Et donc, ça implique que le maximum de personnes possible se fassent vacciner. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que les gens auraient en lien avec la vaccination, répondre à leurs hésitations, des questions qui sont tous toujours très utiles et précieuses. Et puis ainsi, on va arriver plus vite à nos objectifs. Alors, il y a deux façons d'acquérir cette fameuse immunité collective ou on appelle immunité grégaire. Il y avait un troupeau de moutons parce que en anglais, ça s'appelle herd immunity, donc l'immunité de troupeau. C'est le synonyme de l'immunité grégaire, l'immunité collective. Donc, on peut l'atteindre soit si toute la population attrape la maladie, fait que là, à un moment donné, les gens deviennent immuns parce qu'ils ont développé des anticorps contre la maladie, ou bien d'autres, ça peut s'obtenir avec les vaccins, une vaccination de masse, ou un petit peu des deux. Malheureusement, la maladie elle-même, on ne peut pas arriver à avoir de l'immunité collective juste en attendant que tout le monde attrape la maladie, parce que ce serait beaucoup trop long et trop coûteux en termes de vie humaine, en termes de soins de santé, de destruction du système de santé. Juste pour vous donner un exemple, au Québec, hier, il y avait 324 848 cas, ce qui correspond à peu près à 3,7 de la population. Et ça avait entraîné 10 737 décès. Alors, imaginez s'il faut attendre d'avoir 80 de la population vaccinée, donc à peu près 25 fois plus de gens que ce qu'il y a là déjà de cas, ça occasionnerait en termes de décès 25 fois plus de décès. Alors, vous comprenez que c'est une équation qu'on ne veut pas faire et on n'est pas prêt à faire. Il y a des pays qui avaient opté pour cette stratégie-là en début de pandémie, comme la Suède. Ils avaient dit: «Oh, nous autres, on ne fera pas grand-chose, on va opter pour l'immunité naturelle». Puis se sont retrouvés avec un des pays scandinaves avec le plus haut taux de mortalité, puis sont très en retard dans leur épidémie, contrairement aux autres pays. Ils se sont rattrapés
par la suite parce qu'ils ont changé leur stratégie en admettant qu'ils avaient fait une erreur. Et puis, mais c'est un exemple pour démontrer comment ce n'est pas la voie à faire. Donc, combien de pourcentage de la population doit être vaccinée pour qu'on arrive à enrayer l'épidémie, pour qu'on arrive à avoir un seuil qui est protecteur, qui arrête la transmission? Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend, entre autres, du fameux R0, donc la transmissibilité du pathogène en question. Et plus un virus se transmet facilement, bien, plus ça va prendre un seuil élevé pour assurer la protection. En fait, ce n'est pas juste dépendant de la transmissibilité du virus, c'est dépendant, le seuil est dépendant du pourcentage de la population qui est susceptible, puis la durée de la contagion par rapport à une maladie donnée. Donc, si une maladie, elle est contagieuse pendant plus longtemps, bien, elle va avoir plus de chances de se transmettre d'un individu à l'autre. Donc, ça va augmenter aussi le seuil nécessaire pour se protéger. Alors, pour vous donner un exemple, la rougeole, c'est un des virus les plus contagieux de la planète. Ça a un R0 d'autour entre 12 et 18. Là. Alors, ça prend un seuil de vaccination de 95 % dans une population donnée pour empêcher qu'il y ait des éclosions. Puis malgré tout, parce que le vaccin contre la variole est très, très efficace, il est efficace à 95 %, bien, on voit que dans des communautés qui refusent de se faire vacciner, bien, il y a quand même des éclosions qui arrivent malgré que la majorité de la population soit vaccinée. Alors, vous voyez qu'il y a une corrélation directe entre la contagiosité et la transmission et le seuil, le pourcentage nécessaire de la population. Pour la COVID-19, on ne le sait pas exactement quel est le seuil nécessaire pour enrayer l'épidémie. On estime que c'est entre 75 et 85 %. Certains disent 60 %, je ne crois pas à 60 %, parce qu'avec les variants qui sont en train de devenir les souches dominantes et qui sont beaucoup plus contagieux, c'est clair que ça va prendre un pourcentage de l'ordre de 75 % à 85 % de la population pour qu'on arrive à arrêter la transmission. Donc, c'est quoi le principe derrière l'immunité collective? On a une population qui est susceptible, donc il n'y a jamais eu d'anticorps contre le pathogène en question. Le coronavirus, il arrive, il rentre dans notre société, on n'était pas immunisé. Là, il arrive, donc une personne qui se fait infecter, là, elle peut infecter des gens qui sont susceptibles autour d'elle. Donc, une personne va en infecter un ou deux, et puis l'autre, après ça, va en infecter un ou deux, etc. Et là, à un moment donné, ces gens-là vont devenir immuns, mais la contagion va se propager auprès des autres. Et puis, si on réussit à vacciner toutes les autres personnes qui seraient susceptibles, qui sont en bleu, bien, on va couper la transmission parce que vous voyez, les verts, les rouges sont entourés de verts, donc ils ne peuvent pas transmettre à ces personnes-là. Et puis, les bleus de l'autre côté vont être protégés. Donc, le seuil va dépendre d'une part de la contagiosité, de la transmissibilité, donc du R0, et puis du pourcentage de la population qui va être vaccinée. Alors, selon qu'on a une contagiosité relativement moyennement élevée, mais qu'il n'y a pas de personne qui est vaccinée, bien, on va se retrouver avec une situation où tout le monde va être infecté. Les rouges, c'est les gens infectés. Si on a encore une fois, un virus qui est de contagiosité moyenne, mais qu'il y a 75 % des gens qui sont vaccinés, on va voir qu'on va contrôler l'infection, peut-être pas complètement, mais on va contrôler pas mal bien. Par contre, si on a un virus qui est plus contagieux, R0 à 5, et puis qu'on a le même pourcentage de la population qui est vaccinée, bien, on va avoir plus de difficultés à contrôler l'infection. Ça va nous prendre il va falloir augmenter le pourcentage de personnes vaccinées pour pouvoir bien contrôler l'infection. Hop, excusez-moi, j'avais mis les diapos en double. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil pour nous vacciner dans cette pandémie-là? On a 4 vaccins qui sont disponibles au Canada. Bien, Johnson & Johnson n'est pas encore disponible, mais ça va venir. Donc, on a le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna, le vaccin d'AstraZeneca, puis le vaccin de Johnson & Johnson ou Janssen, qui est une sous-compagnie de Johnson & Johnson. Alors, c'est quoi leur mécanisme d'action? Bon, ça, c'est la photo d'un virus qui infecte une cellule
Et on voit que le site d'attachement entre le virus, le coronavirus, le SARS-CoV-2, puis la cellule, c'est via une protéine à la surface du virus qui s'appelle une spicule. Puis la spicule se lie à un récepteur de nos cellules que l'on retrouve, entre autres, sur nos cellules des voies respiratoires, mais on le retrouve sur beaucoup d'autres de nos cellules, qui est le ACE2. Alors, la spicule doit se lier à ce récepteur-là pour que le virus puisse nous infecter. Donc, ce qu'on va viser avec un vaccin, c'est de bloquer cette interaction-là, donc de bloquer la fameuse spicule. Okay? Donc, les vaccins sont faits pour bloquer la spicule. On a plusieurs mécanismes d'action des vaccins. Les vaccins que l'on a présentement à notre disposition sont de deux sortes de mécanismes d'action. On a des vaccins à ARN messager, je vais y revenir, puis on a des vaccins à vecteur viral, les adénovirus. Ce sont les deux sortes. Il y a beaucoup d'autres sortes de vaccins qui sont étudiés, qui sont en voie de développement, mais les seuls qu'on a présentement, c'est ces deux sortes-là. Alors, les vaccins à ARN messager, c'est quoi? C'est qu'on fait une nanoparticule, donc une petite boule, qui est formée dans laquelle on insère l'ARN messager, donc le livre de recettes du matériel génétique qui code pour la protéine spicule. Puis, on veut livrer cet ARN messager-là dans nos cellules. Mais pour pouvoir le protéger, on doit les insérer dans cette nanoparticule-là qui est composée de toutes sortes de produits, beaucoup de gras, beaucoup de lipides, du cholestérol, d'autres sortes de lipides, des petites particules des stabilisateurs de particules qui vont s'assurer que cette particule-là va pouvoir rentrer dans nos muscles et éventuellement relâcher ce matériel génétique-là qui va servir à produire les protéines que le système immunitaire va cibler. Donc, une fois qu'on est rentré, qu'on reçoit notre vaccin dans notre bras, que la nanoparticule rentre dans la cellule, disons ici en haut, là, le matériel génétique, l'ARN, le livre de recettes, dit à nos ribosomes, produit cette protéine-là. Ça fait que lui, il produit cette protéine, il produit la fameuse spicule, puis la spicule, elle s'en va, soit elle sort de la cellule directement, puis elle va aller rencontrer d'autres cellules du système immunitaire, ou soit elle va être dégradée, puis elle va être présentée à notre système immunitaire via ce qu'on appelle des molécules de classe 1, donc des molécules qui servent à présenter les antigènes au système immunitaire. Puis pourquoi j'insiste sur ces deux voies-là? C'est parce que ça amplifie notre réponse immune. Le fait qu'on ait été capable de développer ce genre de vaccin-là, ça fait qu'on présente les antigènes à notre système immunitaire de deux façons, soit par les molécules de classe 1 qui vont aller contacter nos cellules T qui sont cytotoxiques, puis qui vont nous aider à développer une mémoire vaccinale. Donc, quand on va rencontrer l'antigène à nouveau, ça va nous aider à réveiller nos cellules puis à combattre l'infection, ou via les molécules de classe 2 qui vont aussi aller se lier aux cellules du système immunitaire qui s'appellent les CD4. Donc, on connaît ça, les CD4. Donc, c'est des helper cells qui, elles, vont aller aider les lymphocytes B. Ce sont les cellules qui produisent les anticorps. Donc, les lymphocytes B, c'est la clé du succès parce que non seulement elles sont capables de reconnaître l'antigène qu'on leur présente, donc la fameuse spicule en question, puis une fois qu'elle les a reconnus, avec l'aide des cellules T, elles vont se mettre à proliférer, à se différencier, puis éventuellement à produire des beaux anticorps qui sont spécifiques contre la spicule en question. Donc, c'est une belle façon de mimer la nature, un vaccin, et de développer des anticorps qui vont nous servir à neutraliser le virus. Quand on reçoit une première dose de vaccin, il y a une première réponse comme ça qui se fait, qui est assez bonne, mais quand on reçoit la deuxième dose, ce qui arrive, c'est qu'on booste cette réponse-là. Donc, on rehausse la réponse et on réveille toutes les cellules mémoire qui se sont développées pendant la première interaction avec la fameuse spicule en question. Les vaccins à vecteurs, dans le fond, c'est juste la façon de présenter le matériel génétique à nos cellules plutôt que de les envelopper dans une nanoparticule.
les vaccins à vecteur vont insérer du matériel génétique qui code pour la même protéine spicule. Ils vont l'insérer dans un génome de virus. Présentement, ce sont des adénovirus qui sont utilisés pour ces vaccins-là. Puis quand ce sont des virus qui ne se répliquent pas, qui ne causent pas d'infection chez l'humain, soit que ce sont des virus de chimpanzés ou des adénovirus d'humains, mais qui ne sont pas pathogènes chez les humains. Et puis donc, ça rentre dans la cellule et effectivement, l'adénovirus, le matériel génétique de la spicule qui est inséré se traduit en protéines et le même scénario se passe que ce que je vous ai montré plus haut. Donc, c'est deux technologies différentes. Les virus à vecteur, les exemples de vaccins, c'est celui d'AstraZeneca Oxford, donc celui-là, et celui de Janssen. Et les ARN messagers, ce sont les vaccins Pfizer et Moderna qui utilisent ces technologies-là. Maintenant, est-ce que ces vaccins-là sont efficaces? La grande réponse, c'est oui. On était agréablement surpris de voir que dans les essais cliniques de phase 3, donc les essais cliniques randomisés à double insu, contrôlés par un placebo, avaient donné des résultats assez spectaculaires. Les premiers résultats qu'on a eus, ce sont pour les vaccins à ARN messager qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, celui de Pfizer, qui nous a montré que sur environ 40 000 personnes qui ont été vaccinées, le taux d'efficacité était de 95 %. Maintenant, si on regarde par rapport aux tranches d'âge auxquelles ils avaient été donnés, on voit que peu importe le groupe d'âge qui s'en va en augmentant dans le tableau qui est présenté, on a une efficacité qui est comparable. Puis donc, ça, c'était la bonne nouvelle parce qu'en début de pandémie, ce qu'on avait beaucoup peur avec le nombre de décès chez les personnes âgées, c'est qu'on voulait que nos vaccins soient efficaces chez les personnes âgées. Puis on sait que les personnes âgées, parfois, répondent moins bien aux vaccins parce que leur système immunitaire est vieillissant. Maintenant, si on regarde la vitesse à laquelle l'immunité s'établit, ça, c'est important parce que les gens vont souvent voir rapporter dans la littérature, oui, mais il a été vacciné puis il a attrapé la maladie pareil. C'est vrai, puis ça peut arriver. Ça peut arriver pour la simple raison que ça prend 2 à 3 semaines avant que la réponse en anticorps se développe puis qu'il soit suffisamment protectrice. Puis quand on a fait les calculs, combien de temps après la première dose, puis combien de temps après la première dose, bien, après une première dose, en gros, il y a 80 % des gens qui vont avoir une bonne protection, et puis après la deuxième dose, 95 %. Donc, après la première dose, si on a un contact avec une personne infectée une semaine après avoir reçu son vaccin, on peut fort bien être infecté parce qu'on n'aura pas développé les anticorps suffisants. Puis, on peut faire partie du 20 % de gens qui n'auront pas eu une réponse suffisante après la première dose. Donc, ce n'est pas magique, ces vaccins-là. Et puis, quand on dit 100 % de protection, on dit, en général, ça protège presque au complet contre les maladies nécessitant une hospitalisation puis le décès, mais ce n'est pas 100 % par rapport à une maladie faible qui serait peu symptomatique ou qui serait asymptomatique. La bonne nouvelle dans ces essais cliniques-là, c'est que les effets secondaires, et je vous montre ici seulement les effets systémiques, là, étaient relativement bénins. Les gens pouvaient avoir un peu de fièvre, un peu de douleur musculaire, etc. Mais il n'y a pas eu de signal de problème majeur dans le cadre des essais cliniques. Même chose pour Moderna, l'autre vaccin à ARN messager. Aussi, les essais cliniques de phase 3 contrôlés contre placebo, 28 000 personnes, presque 29 000 personnes de recrutées dans l'étude, 94,1 % d'efficacité. Et encore une fois, l'efficacité, elle était bonne autant chez les personnes plus jeunes que chez les personnes âgées. Si on regarde la vitesse de production des anticorps et la protection, à partir des deux vaccins, le même phénomène se produit qu'avec le vaccin Pfizer.
Donc, il y a quelques cas d'infection dans les premiers 14 jours après avoir reçu la première dose de vaccin, mais on est dans le même ordre de grandeur de protection, donc à peu près 80% de protection après une dose et 95%, 94,1% des gens après la deuxième dose. Et les effets secondaires, encore une fois, étaient de l'ordre des effets locaux, un petit peu de douleur au site d'injection, comme pour Pfizer, et des effets systémiques qu'on attend après une vaccination, un petit peu de fièvre, un petit peu de douleur musculaire, etc. Pas de signal d'événement majeur durant les essais cliniques. Maintenant, AstraZeneca, les résultats sont arrivés un peu plus tardivement. AstraZeneca, c'était un peu plus complexe pour analyser les résultats parce que les résultats viennent de 3 études différentes qui avaient utilisé des doses légèrement différentes et puis un intervalle de vaccination pas tout à fait les mêmes dans chacune des études. Donc, il fallait départager un peu le tout. Puis si on regarde en moyenne, ça nous donne à peu près une efficacité qu'on pourrait dire entre 74 jusqu'à 75%, jusqu'à 84% si on regarde la période optimale d'administration des doses, qui est maintenant la période qui est utilisée, soit les données à 12 semaines d'intervalle. C'est ce qui est optimal pour ce vaccin-là, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, de donner des doses rapprochées. Maintenant, encore une fois, ça prend un certain temps à développer la réponse en anticorps, mais éventuellement, après la deuxième dose, c'est là qu'on obtient la protection maximale. Puis des études faites au Royaume-Uni où ils ont utilisé ce vaccin-là très, très abondamment, puis ils sont les plus avancés sur la planète. Et ils ont pu faire des études de vraie vie, là, une fois qu'on commence la campagne de vaccination. Ils observent justement un taux de protection contre la maladie, l'hospitalisation, le décès, du même ordre de grandeur de 94 à 95% dans la vraie vie. Alors, c'est pour ça, quand on dit aux gens que les vaccins sont tous à peu près équivalents, ils ne sont pas pareils, égales, c'est sûr, mais pour ce qu'on veut, protéger contre la mort, puis protéger contre la maladie sévère là, qui nous amène à être hospitalisés puis aux soins intensifs, sont tous très bons. OK? Et ça, je m'excuse, je n'ai pas fait ma chose pour grossir, n'est pas là. Mais c'était au début, dans ces essais cliniques-là, ils n'avaient pas recruté suffisamment de personnes âgées dans leur étude pour pouvoir tirer des conclusions. C'est pour ça qu'au début, ils avaient, le Santé Canada puis le Comité d'immunisation du Québec avait dit on ne peut pas le donner aux personnes en haut de 65 ans parce qu'on n'a pas assez de données. Mais peu de temps après, ils ont sorti des données chez les gens de 65 ans et plus et l'efficacité était comparable. C'est pour ça que cette restriction-là s'est éliminée. Bon, le vaccin dont on parle moins parce qu'il n'est pas disponible encore vraiment, c'est le vaccin de Janssen, donc qui a montré en gros 85% d'efficacité, mais selon les lieux où il est administré, parce qu'ils ont fait des études en Afrique du Sud, au Brésil, donc ils ont eu à faire face aux fameux variants, où là, l'efficacité est moindre. Et puis, donc, en général, ce qu'on retient pour une population comme la nôtre, c'est 72% d'efficacité. Mais par rapport à l'hospitalisation puis le décès, sont comme les autres, à peu près 95% d'efficacité. Donc, une grande question qui a été posée, c'est est-ce que ces vaccins-là vont être utiles en raison des variants qui émergent? Donc, le B117, c'est le variant qui est issu d'Angleterre. Le B1351, c'est le variant qui est issu d'Afrique du Sud. Puis le P1, c'est le variant qui est issu du Brésil. Or, les données sont encore parcellaires par rapport à la protection des vaccins contre les variants. En gros, et ça, c'est des mises à jour très récentes là, de CCO, donc, qui nous dit que c'est clair que si on regarde le vaccin, excusez-moi, le variant B117, il a été associé à une plus grande transmissibilité au Royaume-Uni, puis à une plus grande virulence dans le sens de maladies plus sévères. Alors, et il a rapidement envahi la planète, si bien qu'on en trouve partout. Et quand il est dans un milieu, il prend rapidement le dessus.
Donc, ici, on voit comment la transmissibilité, comment quand on compare avant la présence du variant puis après la présence du variant, l'augmentation de la transmissibilité. Je passe là-dessus. Donc, on a vu que le taux de mortalité dû à la COVID, donc le taux de létalité, avait augmenté à 2,6 % avec l'apparition des variants. Donc, un risque relatif de 1,65, donc 65 % de plus de mortalité associée aux variants. Donc, c'est pour ça qu'on prend ça au sérieux, d'autant plus qu'il s'attaque encore plus aux jeunes, alors ce qu'on n'avait pas vu avant. Donc, on a regardé l'efficacité des le B117. Les mêmes études ont été faites avec Moderna et on voit aussi une baisse de l'affinité. Donc, ça prend un petit peu plus d'anticorps pour y arriver, mais la production d'anticorps est amplement supérieure à ce qu'on a besoin pour neutraliser ce variant-là. Donc, on a confiance que les deux vaccins ici à ARN messager vont être efficaces contre le B117, même si vous avez vu dans les journaux en fin de semaine qu'en Israël, ils ont vu que des gens qui avaient été vaccinés avec le vaccin de Pfizer avaient été réinfectés et il y avait majoritairement des souches du variant B117 chez les gens qui avaient été réinfectés. Il n'y en avait pas beaucoup, donc petit nombre. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ce n'est pas encore clair. Excusez-moi. Maintenant, le variant sud-africain, le B1351, même chose, il est quand même 50 % plus contagieux que la souche de base. Et puis, il se propage rapidement. Puis malheureusement, au Québec, on est un des endroits au Canada où il y en a le plus. Maintenant, il est un peu plus coriace en termes de neutralisation, que ce soit par du plasma de convalescent. Donc, il y a des gens qui ont déjà fait l'infection puis qui vont monter une réponse immune qui ne sera pas totalement protectrice. Et puis, donc, il y a 48 % des gens qui n'avaient pas d'activité de neutralisation après avoir fait la maladie. Puis, le variant brésilien, c'est celui sur lequel on a le moins de données. Et puis, qu'on sait les premières études disaient qu'il n'y avait pas d'augmentation de la transmissibilité, mais ça, c'est pas vrai. Si on regarde l'épidémie au Brésil, puis si on regarde ce qui se passe en Colombie-Britannique, où ils ont eu justement le variant brésilien, on voit qu'il y a une grande transmission. Et puis, donc, si on regarde l'ensemble des deux, Moderna, on voit que l'activité de neutralisation est abaissée par rapport au variant sud-africain de 6,4 fois la réduction, mais on pense qu'il y a quand même une efficacité. Alors que Pfizer, pour le vaccin variant sud-africain, aurait une petite réduction, là, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie? Ça reste à évaluer. Alors, si on regarde des études qui ont essayé de jeter un coup d'œil à ça, il y a une petite étude qui est sortie ces derniers jours qui aurait montré que quand même le vaccin Pfizer serait efficace à 91 % dans un sous-groupe de gens vaccinés en Afrique du Sud. Donc, ceci est encourageant. Moderna, on n'a pas encore d'études cliniques. AstraZeneca, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas actif contre le variant sud-africain. Deux études différentes, 10 % ou 21 % d'activité, mais qui aurait quand même une activité de 74 % contre le variant britannique. Et puis Johnson, il perd de son activité. Puis lui a vraiment été bien étudié en Afrique du Sud parce que leur essai clinique avait été fait là. Puis il y aurait 57 % d'activité contre ce variant-là, puis on n'a pas de données contre les autres variants. Puis je ne vous ai pas mis le Brésil parce qu'on n'a aucune donnée clinique sur le Brésil. Ça, c'est les études d'immunogénicité d'AstraZeneca. Comme je vous dis, ça peut être trompeur parce que ça montrait quand même qu'il y avait
de la neutralisation, alors que dans la vie, ça ne protège pas vraiment contre l'infection. Et ici, ce sont les données du vaccin de Johnson qui montrent qu'il a été étudié dans les pires pays, les pays avec lesquels il y a le plus de variants, puis a gardé quand même une efficacité, pas complète bien entendu, mais quand même une certaine efficacité. Donc, on a ces outils-là avec leurs forces puis leurs limites. Puis c'est toujours pour ça qu'on se positionne entre la course au vaccin versus variant. Plus vite, plus on empêche la transmission, plus on empêche le virus de se répliquer puis de générer de nouveaux variants qui pourraient être plus transmissibles puis plus virulents. Donc, c'est important de pouvoir vacciner le plus rapidement possible et le plus largement possible et de répondre à toutes les questions que les gens auraient par rapport au vaccin. Les plus grandes questions, c'est sur la sécurité. Donc, au début, les premières questions de sécurité qui se sont posées, ce sont les questions de réaction anaphylactique. Comme vous vous souvenez, quand on a commencé à vacciner avec Pfizer, il y avait eu quelques réactions anaphylactiques qui avaient été rapportées au tout début. Et puis, il y a eu des études extensives de ça. Et maintenant, une étude qui vient de sortir en fin de semaine de Pfizer sur 26 millions de personnes qui ont été vaccinées. Le risque relatif, c'est de 2,5 à 11,1 cas pour 1 million de doses. Donc, c'est extrêmement rare. Ça peut arriver, autrement dit, comme avec n'importe quel vaccin, avec n'importe quel aliment, avec n'importe quel médicament qu'on va prendre. Donc, c'est pour ça que toutes les cliniques de vaccination sont équipées pour faire face à ça comme on l'est toujours. Maintenant, l'autre question de sécurité qui a été rapportée, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention médiatique dernièrement, c'est les fameuses thromboses qui sont arrivées, qui ont été décrites en premier lieu en Europe et qui a amené les gens à regarder de plus près avec le vaccin AstraZeneca s'il y avait un lien entre ces cas-là de thrombose, qui peuvent être des thromboses sévères, cérébrales ou embolies pulmonaires, des choses comme ça, et qui sont associées à une baisse des plaquettes. Alors, ils ont élucidé le mécanisme de cette pathologie-là, qui est appelée TPIV, thrombocytopénie immunitaire prothrombotique, induite par le vaccin. Donc, thrombocytopénie, ça veut dire les plaquettes qui baissent, que c'est causé par un phénomène immunitaire, donc des anticorps contre un fragment des plaquettes et qui cause les plaquettes à se grouper ensemble, à s'agréger, puis à créer un thrombus, donc un caillot qui bloque les vaisseaux sanguins. En anglais, c'est VIPIT. Je trouve le nom est plus cute en anglais. Mais la maladie, elle est quand même sérieuse, mais elle est extrêmement rare. Après avoir tout recensé les cas en Europe, en Angleterre, où il y a eu énormément de gens qui se sont fait vacciner, des dizaines de milliers de personnes, de millions de personnes qui se sont fait vacciner avec AstraZeneca, ces cas-là sont de l'ordre de moins de 1 pour 100 000 cas. C'est ce qui a entraîné les précautions qui ont été prises avec le vaccin tant qu'on n'en savait pas plus. Et puis, puis ces cas-là arrivaient plus souvent chez les jeunes et plus souvent chez les femmes. Donc, certains pays se sont donné une limite d'âge. Pour l'instant, au Canada, c'est 55 ans. On considère que le risque de ce phénomène-là est excessivement rare chez les gens plus haut de 55 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, comme vous pouvez prendre l'avion puis vous faire une thrombophlébite demain matin, n'importe quand. Donc, à un moment donné, il faut qu'on compare ça avec le risque d'avoir le même phénomène dans la vie réelle. Et c'est pour ça que des pays, l'Angleterre, eux, ont posé 30 ans et plus, tout simplement. Ça fait qu'ils ont regardé leur population, les rares cas qui étaient arrivés, puis qui ont mis ça comme critère. C'est encore en évaluation par Santé Canada. Est-ce qu'on va baisser l'âge? Est-ce qu'on va changer les recommandations? On ne le sait pas encore. Mais en général, on estime que le bénéfice de vacciner puis de se protéger contre la COVID est de loin supérieur aux rares cas qui peuvent arriver de ce phénomène-là, qu'on est capable de traiter, qu'on a tout ce qu'il faut dans les pays modernes comme les nôtres pour les prendre en charge. Maintenant, la grande question, les vaccins et les immunosupprimés. J'aurais voulu vous faire une présentation de 45 minutes juste là-dessus, mais il y a 0 données sur les vaccins et les immunosupprimés. Alors, les recommandations sont à l'effet que les personnes immunosupprimées sont à plus haut risque de faire une maladie sévère. Donc, le risque
étant donné qu'on n'a pas de données sur l'efficacité ou l'innocuité, il faut faire une décision basée sur une évaluation du risque. Il n'y a pas de raison de penser que ces vaccins-là seraient délétères chez les gens immunosupprimés. Il n'y a aucune raison. On a un petit bout d'ARN qui fait une protéine. L'ARN dure à peine quelques heures dans le corps humain, puis c'est la protéine qui est là. Donc, il n'y a aucune raison de penser théoriquement qu'il pourrait y avoir de problèmes d'innocuité. La seule affaire, c'est que l'efficacité pourrait être un peu moindre si les gens n'ont pas un bon système immunitaire. Puis ça peut être dû au fait qu'ils prennent des médicaments qui sont VIH, qui ont un cancer, qui sont transplantés, etc. Donc, on recommande la vaccination chez tous ces groupes de personnes-là parce que le risque de faire la COVID est plus important qu'un risque potentiel théorique d'effets secondaires graves dus à un vaccin. Maintenant, quand je dis aucune donnée, c'est aucune donnée. Il va en avoir, par contre, parce que le vaccin AstraZeneca, l'étude qui a été faite en Afrique, comportait une bonne population, plusieurs centaines de personnes qui étaient VIH positives, mais on n'a pas les données, ils n'ont pas encore été analysés. Ça va sortir bientôt. Il semblerait que les essais cliniques aussi avec Moderna avaient une courbe de centaines de personnes qui étaient VIH positives et qui ont reçu le vaccin. On n'a pas de données publiées là-dessus. On l'aurait su s'il y avait un problème particulier. Laissez-moi vous dire que je suis certaine que ça aurait émergé là, comme étant un effet indésirable dans ces études-là. Donc, je trouve qu'à la limite, c'est rassurant. Ceci dit, ça nous prend d'autres données. Et on a mis en branle une étude qui commence cette semaine au CHUM. En fait, on commence à aviser les participants aujourd'hui, les inviter à participer à notre étude où on va vacciner 200 personnes choisies de façon aléatoire parce qu'on est obligé on a passé pour tout le monde, donc il faut qu'on le fasse au hasard. Ça va être des gens de notre clinique de l'URES où on va prendre 200 personnes qui vivent avec le VIH et on va les stratifier par niveau de CD4. Et on va les randomiser à recevoir les 2 doses du vaccin. Celui qui nous a été fourni par le ministère, c'est Moderna. Soit le recevoir un intervalle de 1 mois versus 100 qui vont le recevoir un intervalle de 4 mois. Puis, on va comparer la réponse immune dans les 2 groupes. Puis, on va être en mesure de comparer ce groupe-là de personnes VIH avec un autre groupe que l'on étudie présentement de la population générale pour voir s'il y a une différence dans la grandeur du titre d'anticorps qu'on produit, que les personnes vivant avec le VIH produisent versus la population générale. Puis on va être en mesure de faire un suivi de ces gens-là. Donc, ça, c'est une des études que l'on fait au CHUM sous ma responsabilité, regardant les vaccins contre la COVID-19 et le VIH. On a une autre étude qui s'apprête à commencer aussi bientôt. C'est une étude de questionnaire pour essayer de caractériser la maladie COVID chez les gens qui vivent avec le VIH. Donc, on va appeler tous les gens qui vivent avec le VIH dans la région de Montréal, ceux qui sont suivis par les 4 grandes cliniques. Et puis, ça va être un questionnaire. On va commencer par savoir, avez-vous fait la COVID ou pas? Il y a beaucoup de gens qui vivent avec le VIH qui ont fait la COVID. S'ils ont fait la COVID, on va leur demander de répondre à des questions un petit peu plus précises. Tout ça pour pouvoir bien documenter la sévérité de la maladie, pouvoir éventuellement comparer avec la population générale si effectivement les gens qui vivent avec le VIH sont plus à risque de faire la COVID et si elles le font, est-ce qu'elles sont plus à risque de faire une maladie sévère? Donc, les vaccins sont certainement la voie pour enrayer la pandémie. Arriver à une immunité collective, c'est notre porte, notre clé pour le succès. Mais d'ici à ce qu'on arrive à ça, la seule façon qu'on va empêcher les cas de progresser, puis la 3e vague de devenir hors de contrôle, c'est de continuer nos mesures de précaution, particulièrement en lien avec les variants qui sont extrêmement contagieux. Donc, le port du masque est très important. Un bon masque, double masque s'il le faut. Le respect de la distanciation et l'hygiène des mains demeurent extrêmement importants. C'est important que tout le monde ait accès au vaccin. La maladie est toujours plus sévère chez
gens qui vivent dans des milieux densément peuplés, chez les gens qui sont moins fortunés et plus à risque d'attraper la maladie. Donc, c'est important que toutes nos mesures s'appliquent également partout et que tout le monde ait accès au vaccin. Alors, je vais m'arrêter ici pour vous laisser le temps de poser des questions. J'ai essayé, j'ai été plus vite que j'avais pensé, ça fait que tant mieux, ça va laisser plus de temps pour les questions, puis je pourrais vous parler de d'autres projets qui sont en cours si ça vient dans la discussion. Merci. Merci énormément, Dr. Tremblay. C'était évidemment très, très intéressant et instructif. On a déjà reçu des questions. J'invite les participants à en poser davantage. Dans l'onglet questions et réponses, on a un bon 20 minutes pour pouvoir les poser à Dr. Tremblay pendant qu'elle est avec nous. Donc, est-ce que de ce que des données disponibles, est-ce que les personnes vivant avec le VIH qui contractent la COVID seraient plus susceptibles de développer la forme grave de la maladie comparée à la population en général? Oui, ça, il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus et il y a des résultats contradictoires. Les premières études qui avaient été faites, il y a une grande étude en Espagne, il y avait des études faites en Asie, des études faites aux États-Unis qui montraient qu'il n'y avait pas vraiment de risque accru à la fois de faire plus de maladies ou d'avoir une maladie plus sévère. Par contre, ce qui nous a mis la puce à l'oreille il y a l'année passée, c'est un rapport qui est arrivé d'Afrique du Sud qui montrait qu'il y avait un risque de mortalité de 2 fois plus élevé chez les gens qui vivaient avec le VIH. Mais là, on s'est dit, ah ouais, mais il y a la tuberculose là-dedans qui rentre en ligne de compte, c'est peut-être pas applicable à nos populations. Mais là, il y a 2 grandes études qui sont sorties de Grande-Bretagne où ils ont un système de santé publique très développé en Grande-Bretagne, puis ils ont un système de données administratives très complice qui leur permet de regarder leur base de données avec plus de succès que ce qu'on est capable de faire au Québec. Et ils ont fait 2 grandes études de millions de cas, études cas témoins, et ils ont observé eux aussi une augmentation du risque d'hospitalisation et de mortalité chez les gens qui vivaient avec le VIH. Maintenant, ils ont pu ajuster pour plusieurs facteurs dans cette base de données-là, mais pas nécessairement pour tous les facteurs. Tu ne peux pas stratifier en fonction des CD4, etc. Mais quand même, le risque demeurait réel, même ajusté avec l'âge, puis avec d'autres facteurs qui sont associés à la sévérité de la maladie, dont les comorbidités. Donc, la question n'est pas claire. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on entreprend notre étude où on va avoir un portrait très, très clair de la situation sous près de 8 000 personnes au Québec. Et puis, on espère être capable de mieux répondre à cette question-là. Mais il y a quand même des données troublantes là, sur le fait que les gens qui vivent avec le VIH pourraient être à risque accru de morbidité et de mortalité. Merci. Et est-ce que l'ARN messager serait une nouvelle façon de produire, est une nouvelle façon, pardon, je vais est-ce que l'ARN messager est une nouvelle façon de produire un vaccin et est-ce que ça pourrait ouvrir la porte à créer un vaccin pour prévenir le VIH? Ça, c'est une super question. Oui, l'ARN messager, c'est une nouvelle technologie, mais quand on dit nouvelle, il faut faire attention, ça fait quand même 10 ans que les gens travaillent là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé rapidement à créer un vaccin contre la COVID, parce que déjà, la technologie avait été complètement développée, puis elle avait été mise en place, puis ils étaient en train de travailler là-dessus pour trouver des vaccins contre la Zika, contre Ebola, puis contre d'autres virus. Donc, pour les gens qui ont peur parce qu'ils disent « Ah, ça vient juste d'être développé, je ne suis pas sûre que je vais prendre ce vaccin-là », non, il ne faut pas être inquiet. C'est une technologie qui est fiable, qui est sûre. Maintenant, oui, ça ouvre tous nos plus grands espoirs pour dire « Hey, si on était capable de faire un grand coup comme celui contre le SARS-CoV-2, peut-être que contre d'autres maladies, on serait capable. » Ceci dit, on a toujours une petite prudence quand on parle de vaccin contre le VIH, parce qu'à date, on n'a pas eu de succès. Puis ce n'est pas nécessairement à cause de la forme du vaccin, c'est à cause du fait que le virus envahit les cellules qui produisent les anticorps. Il envahit les cellules CD4 positives, qui sont les fameuses cellules helper, qui vont aller dire aux lymphocytes B, « Hey, prolifère, grouille-toi, réveille-toi, puis fais des anticorps. »
Alors, c'est ça le défi du vaccin contre le VIH. Alors, oui, si on réussit à trouver l'ARN messager qui code pour la bonne protéine à mettre dedans, il y aurait de l'espoir. Moi, si j'étais une compagnie, là, je me pitcherais là-dessus tout de suite. Mais est-ce que vous pourriez cesser le partage d'écran entre-temps pour la période des Oh, questions? On bien va sûr, pouvoir vous voir en plus grand. Donc, bien sûr, excusez-moi. merci. On a parlé du fait que les vaccins pourraient éventuellement être adaptés selon les variants en circulation. Ah, vous en avez peut-être parlé, en fait. Est-ce effectivement le cas? Et si oui, est-ce que l'immunité collective pourrait être atteinte tout de même en considérant que la population recevra différentes générations de vaccins? Bonne question. Oui, il y a déjà des études en cours. Moderna a déjà préparé sa deuxième version du vaccin contre les variants. Pfizer est aussi en train de le faire. Pour l'instant, comme pour les principaux variants, on pense que le degré de protection est quand même pas pire avec les vaccins actuels. Ça va aller, mais on se prépare au pire. Alors, il pourrait y arriver deux phénomènes. On pourrait décider d'avoir une stratégie où on donne les 2 premières doses avec la première sorte de vaccin, puis une troisième dose de rappel. Vous savez qu'avec les vaccins des enfants, là, on a 3 doses de rappel, des fois 5 doses de rappel pour certains vaccins. Fait que peut-être que ça va être ça. Peut-être que ça va être une première dose avec le vaccin de base, puis la deuxième dose avec le vaccin contre les variants. Il va falloir étudier tout ça, puis regarder en termes de montée d'anticorps, qu'est-ce que ça donne, parce qu'on ne refera pas des études de 40 000 personnes, ce n'est pas nécessaire parce que le principe a été prouvé, mais on va faire des études de quelques milliers de personnes pour voir le degré d'anticorps que ça peut générer. À partir du moment où on monte des anticorps suffisamment élevés pour protéger contre la maladie, peu importe contre quel variant, l'immunité collective va être atteinte. La question, c'est plutôt, allons-nous être capables, avec ces nouvelles générations de vaccins-là, de monter une réponse en anticorps suffisante? Seul le futur va nous le dire. Merci. Une autre question. J'ai la difficulté à comprendre les directives du gouvernement par rapport au groupe de vaccination prioritaire. Est-ce que les personnes vivant avec le VIH sont désormais éligibles à une vaccination immédiate, même avec une charge virale indétectable ou contrôlée? Non, présentement, les personnes vivant avec le VIH ne sont pas éligibles s'ils ne sont pas âgés de 55 ans et plus. Et dans la définition d'immunosuppression de l'INSPQ puis de l'INES, l'immunosuppression est considérée un fait chez les personnes VIH uniquement chez les gens qui ont des CD4 en bas de 200. Donc, à partir du moment où ils offriraient le vaccin des gens immunosupprimés, tous ceux qui vivent avec le VIH puis qui ont des CD4 en haut de 200, ils ne rentreraient même pas dans cette catégorie-là. Donc, il faut prendre son mal en patience. Les personnes plus vieilles ont eu la chance de faire vacciner. Les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, qui vivent avec le VIH, ont eu la chance de se faire vacciner. Là, avec mon étude, on va en vacciner 200 de plus. C'est peut-être pas beaucoup, mais bon, on va y arriver et puis éventuellement, tout le monde va être vacciné. Puis un peu parallèlement à ça, donc les personnes vivant avec le VIH, est-ce qu'ils pourraient se faire vacciner par leur médecin au lieu d'aller dans les centres de vaccination? Présentement, la stratégie vaccinale du ministère n'est pas chez des cabinets privés de docteurs. Ça ne veut pas dire que ça ne s'élargira pas. Là, on voit que ça se fait chez les pharmacies. C'est plus une question de distribution des vaccins. Ce n'est pas que ça ne pourrait pas être faisable, ça pourrait fort bien être faisable théoriquement. C'est plus que, par exemple, les vaccins Pfizer, là, ça prend des gros congélateurs, puis les dégeler juste à la dernière minute, puis tout ça, ce n'est pas amenable dans des cliniques privés ou dans des cabinets particuliers. Même Moderna, il faut le garder quand même réfrigéré, puis il faut le préparer. Donc, c'est plus une question de logistique. OK? Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas être fait éventuellement. OK. On a reçu quelques questions. Peut-être, est-ce que vous pouvez reclarifier, dans le fond, les personnes vaccinées peuvent encore être porteuses de la COVID et de la transmettre?
Oui, en fait, les vaccins, les études, quand on donne les chiffres de 95% de protection, c'est contre la maladie symptomatique sévère, l'hospitalisation puis le décès. OK? Donc, quelqu'un pourrait avoir attrapé le virus, être asymptomatique puis continuer à le transmettre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus au cours des dernières semaines, on a des données qui nous arrivent qu'il semble que ces vaccins-là protègent aussi contre la maladie asymptomatique. Ce ne serait peut-être pas de l'ordre de 95%, mais possiblement de l'ordre d'à peu près 80% qu'on aurait une protection. Donc, il n'y aurait pas tant de monde que ça qui serait vacciné puis qui attraperait la maladie, mettons, asymptomatique, là, puis qu'ils ne savent pas, mais il pourrait y en avoir, définitivement, il pourrait y en avoir. Il y en a qui attrapent la maladie symptomatique, puis qui ont été vaccinés. Rappelez-vous, quand je vous disais tantôt, quand on parle de 95% d'efficacité après 2 doses, ça veut dire qu'après 2 doses de vaccin, il y a encore 5% des gens qui ne seront pas protégés, donc qui peuvent attraper la maladie. Quand on parle après juste une dose, c'est 80%, mais si on est à une semaine après la première dose, là, il n'y a pas grand monde qui est protégé. Donc, le monde va avoir été vacciné, puis ils vont pouvoir attraper la maladie symptomatique, asymptomatique, n'importe quoi. Donc, il faut démystifier un petit peu la protection. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont de l'air à protéger quand même contre la maladie asymptomatique aussi, mais les chiffres sont beaucoup moins clairs pour nous, le pourcentage. Ça va venir, là, on commence, les chiffres commencent à rentrer, puis c'est quand même des bonnes nouvelles ce qui rentre. Mhm. Puis il y a quelqu'un qui demande, vous avez dit qu'il n'y avait pas encore de données, mais pensez-vous qu'il pourrait y avoir des interactions entre le vaccin et les traitements VIH? Aucune raison de penser qu'il y aurait des interactions pour la simple raison que, excusez-moi, les, euh, les, les médicaments contre le VIH, prenons-le à l'envers. Ce que le vaccin fait, c'est qu'il livre à la cellule un petit morceau d'ARN messager qui prend notre ribosome, puis là, le ribosome, il traduit en protéines. Ça fait que là, ce qui reste dans nos cellules, puis pour pas très longtemps, une journée ou deux maximum, c'est la protéine spicule. C'est pas n'importe quelle protéine, c'est la protéine spicule. Okay? Puis l'ARN, là, lui, s'est dégradé là, dans le temps de le dire. Quelques heures, il n'y a plus d'ARN. Puis quelques jours, la protéine n'est plus là parce qu'elle a fait sa job de se présenter au système immunitaire. Puis là, nos cellules du système immunitaire ils ont été primées. Puis là, c'est eux autres qui font leur job, qui se prolifèrent puis qui commencent à fabriquer des anticorps, des anticorps, des anticorps. Ça fait que les médicaments contre le VIH, ils agissent soit contre la protéase du virus VIH, qui est une enzyme complètement différente en forme. Ils agissent contre la transcriptase inverse, qui est une autre enzyme, une polymérase, pas pantoute rapport avec la spicule. Donc, il n'y a aucune façon vraiment, parce que les médicaments contre le VIH sont quand même spécifiques contre les protéines du virus VIH. Ça fait qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y aurait de l'interaction. Et est-ce que ça serait similaire en fait pour la consommation de drogue? Oui, la consommation de drogue, la seule affaire que ça peut faire, ça peut diminuer, donner un peu, diminuer nos tolérances, donc diminuer la force du système immunitaire. Fait que les gens pourraient peut-être répondre un peu moins bien s'ils consomment à un point que beaucoup de leur système immunitaire est affecté, mais pas tant que ça. Alors, il n'y a pas d'interaction entre les drogues comme telles et les vaccins. OK. Quelqu'un dit, j'ai lu ce week-end qu'il pourrait éventuellement être envisagé une mixité des vaccins. Par exemple, une première dose de Pfizer, une deuxième dose avec un autre vaccin comme Moderna, afin de renforcer l'immunité. Est-ce bien le cas selon vous? Ben, c'est pas pour renforcer l'immunité parce que les essais cliniques nous ont montré que la recette actuelle de prendre le même vaccin à 2 fois là, donne une excellente immunité. La question, c'est plutôt dans le contexte où on n'aurait plus d'un vaccin, puis est-ce qu'on pourrait utiliser l'autre à la place? On aimerait probablement utiliser des vaccins avec la même technologie, mais pas nécessairement. Il y a des études en cours présentement qui sont en train d'évaluer ça. Par exemple, des stratégies intéressantes comme le Sputnik. Là. Sputnik, c'est des vaccins à adénovirus, les vaccins des Russes. Là,
Et puis, eux autres, comme stratégie vaccinale, ils en ont pris deux adénovirus différents pour leur première dose puis leur deuxième dose, en se disant, on ne veut pas que les anticorps produits contre l'adénovirus atténuent la réponse de la deuxième dose. Vous voyez comment ça peut être intéressant de penser de cette façon-là. Entre autres, un des problèmes qu'on pense qu'il y a eu avec AstraZeneca quand ils ont fait leur vaccination avec un intervalle trop rapproché, c'est qu'il y a justement des anticorps qui ont été produits, pas juste contre la protéine spicule, mais contre le vecteur lui-même, qui a fait que le vecteur, après, était attaqué par les anticorps, donc tu fais moins de bons anticorps contre ça. Donc, il y a différentes façons de l'envisager, mais tant que ça n'a pas été étudié en essai clinique pour voir si ça marche, on est mieux de rester avec ce qu'on sait qui a été prouvé puis qui a été démontré et appuyé sur des données probantes. Et, par exemple, l'AstraZeneca, les gens de moins de 55 ans qui ont eu une dose, il y aurait quand même la deuxième dose, même si les lignes directrices ont changé de ce vaccin. Écoutez, présentement, je ne sais pas quelle va être la politique parce qu'ils sont en train de reviser tout ça, puis on s'attend cette semaine ou peut-être la semaine prochaine à avoir des directives plus claires là-dessus. Merci. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe si on n'atteint pas l'immunité collective? Ou si on vaccine seulement les adultes, est-ce que c'est possible d'arriver à une immunité collective aussi? Moi, je pense qu'il va falloir vacciner les enfants pour arriver à une immunité collective. En fait, je suis convaincue, puis je vais le pousser sur toutes les tribunes que je peux le pousser. On a quand même des données encourageantes que Pfizer, son étude sur les 12-15 ans, ça marche bien, puis c'est sécuritaire, puis ils viennent de demander leur accréditation aux États-Unis, la FDA, pour cette tranche d'âge-là. Pour deux raisons que je pense qu'il va falloir vacciner les enfants. Pour avoir la paix dans les écoles. T'sais, on veut beaucoup, beaucoup que les enfants restent dans les écoles pour leur santé mentale puis leur éducation, mais ça va être encore le bordel si pendant tout ce temps-là, on est obligé de fermer une classe sur deux parce que ça se transmet auprès des enfants. Tout ça, même si les personnes âgées seraient protégées puis ça serait moins dangereux pour hausser les hospitalisations, on ne voudrait pas quand même laisser les variants se promener dans les écoles parce qu'on sait que les jeunes maintenant peuvent être beaucoup plus atteints puis peuvent être beaucoup plus malades. Fait que notre fausse sécurité qu'on se disait, les enfants ne sont pas malades, c'est pas grave s'ils sont infectés, ben ça risque de ne plus être le cas. Puis là, on n'a pas vu la fin des variants. Là. On en a juste 3. Là. Puis déjà, on sait qu'ils attaquent les enfants de façon plus importante. Donc, moi, je pense que pour atteindre notre 75 %, il va falloir que les enfants soient infectés, d'une part, juste en termes de nombre, et puis en termes de socialement là, pour endiguer la pandémie, puis plus avoir besoin de faire ces mesures-là spécifiques et puis tout ça dans nos milieux de vie, il va falloir vacciner les enfants. Est-ce que vous êtes confiante qu'on va arriver à atteindre l'immunité collective? Oui. Oui, je vois la réaction de la population qui est excellente. Je vois que les gens n'attendent que de se faire vacciner. Donc, ça, c'est très, très bon. C'est sûr que le mouvement anti-vax existe. Il existe partout, mais je ne trouve pas que c'est manifesté de façon dramatique présentement parce que les gens ne sont pas fous. Ils veulent avoir la paix. Le monde veut avoir la paix, sont tannés du confinement, sont tannés d'avoir à prendre ces précautions-là, d'avoir peur pour leur vie, la vie de leurs êtres chers. Et puis, donc, ça, c'est un incitatif important pour se faire vacciner. Et il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les vaccins sont payants? Est-ce qu'il faut prendre prenant en compte les étudiants étrangers ou les gens qui n'ont pas nécessairement accès au système de santé gratuitement, est-ce que les vaccins sont payants? Non, c'est gratuit. Je sais pas, il faut donner sa carte d'assurance maladie quand on va se faire vacciner. Honnêtement, je n'ai pas l'information, mais vous me faites penser de la demander là, pour les gens qui n'auraient pas de carte d'assurance maladie, mais je suis certaine qu'ils peuvent se faire vacciner gratuitement. Je dis ça sur mon intuition, mais je vais vérifier l'information. Merci. Et peut-être une dernière question avant de se laisser. Il arrive 13 heures. C'est la période des allergies. Est-ce que les personnes qui ont des symptômes qu'ils croient associés aux allergies devraient se faire dépister pour la COVID par précaution? Parlez-moi-en pas, là. Moi, je sors d'un rhume épouvantable donné par mon petit-fils qui va en garderie, qui habite avec moi.
J'ai eu tous les symptômes de la COVID, donc j'ai été obligée d'aller me faire tester pour pouvoir retourner travailler. Et là, j'embarque dans la saison des allergies. Je suis particulièrement allergique au printemps, même si j'adore le printemps, mais les arbres, c'est épouvantable. Alors, vous m'entendez avec la voix. Écoutez, si c'est vos symptômes habituels d'allergie, là, mais honnêtement, les yeux rouges, OK, puis un petit peu d'irritation dans la gorge, OK. Mais si c'est plus que ça, allez vous faire tester pour la COVID. Il n'y a pas assez de monde qui se font tester présentement. Puis on peut sous-estimer les cas, puis ça va avoir un impact important. Mm-hmm. Il y a une question qui s'est faufilée avant qu'on se lève que je trouve intéressante. Pourquoi il y a beaucoup de personnel médical qui ne veulent pas se faire vacciner? Je pense que ça choque l'imaginaire collectif quand. Ouais. Mais pour commencer, il n'y en a pas beaucoup, OK? Dans nos milieux, là, c'est du 90 à 95 qui est vacciné. C'est sûr que les endroits où il y en a, c'est comme des pochettes, là. Puis là, ça fait les médias, 40 des gens seulement sont vaccinés, puis tout ça. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un ou deux, trois personnes dans le groupe là, qui vont mettre de l'avant des questionnements plus existentiels sur la question des vaccins. C'est sûr que les principaux arguments, quand j'ai fait des conférences auprès des travailleurs de la santé sur les vaccins, c'était plus le fait que ça avait été développé rapidement et puis la méfiance par rapport à l'industrie pharmaceutique et puis tout ça. Puis c'était aussi la peur des effets secondaires. Mais quand on questionne les gens, on leur demande chacun de nous amener c'est quoi leur hésitation. Beaucoup de gens, c'est des raisons personnelles de santé. Mettons, ils ont une maladie auto-immune, ne sont pas sûrs qu'ils veulent se faire vacciner à cause de ça, ou ils ont des questions par rapport à leur situation de santé personnelle. Puis il y a malheureusement pas assez de personnes qui répondent à leurs questions. Alors, une fois qu'on répond à toutes ces questions-là, c'est très rare que l'hésitation persiste. Alors, moi, je fais mon possible pour informer le plus de monde possible et puis j'ai des collègues qui le font aussi. Et puis, quand on répond aux questions, que ce soit au travers de la santé comme la population générale, on a des résultats positifs. Merci. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci énormément, Dr. Tremblay, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'était franchement fascinant. Il y a beaucoup de merci de remerciements dans les commentaires. Merci à tous les participants d'avoir été là. Puis merci aussi à Viv pour le financement qui a permis le webinaire d'aujourd'hui. Je vous ai partagé l'évaluation d'activité si vous voulez la compléter. Puis sinon, bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde.